les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Le marchand de revolver de F.G. Smith. Vient de rentrer de chez Fred, dont le restaurant est climatisé. Il a copieusement déjeuné. Il est maintenant assis dans son fauteuil, près de la vitrine, juste sous le ventilateur. Billy Wood est un petit homme aux jambes courtes, mais carré d'épaules. Il tient ses mains croisées sur son estomac et sa tête tombe vers l'avant. Il n'est ni vraiment endormi, ni complètement éveillé, mais dans un état intermédiaire. Il reste vaguement conscient des bruits de la rue, sans pourtant les entendre vraiment. C'est dans cet état de demi-engourdissement qu'il entend quelqu'un pénétrer dans sa boutique. Il se décide à ouvrir les yeux. Un homme se tient devant lui, qui, en dépit de la chaleur, porte un costume sombre, une chemise blanche et une cravate. Il tient à la main une mallette noire. Billy Wood le jauge d'un seul coup d'œil. À l'évidence, il s'agit d'un représentant de commerce, visiteur importun s'il en est par une telle chaleur. « Je voudrais faire un achat », dit l'homme. Du coup, les yeux de Billy s'ouvrent tout grands, comme si l'arrivant avait prononcé une formule magique. « Naturellement, monsieur, bien sûr. » Billy Wood se lève de son fauteuil, redevenant instantanément le commerçant obligeant et attentif qu'il est d'ordinaire. « Quel est l'article qui vous intéresse, monsieur? Une canne à pêche, peut-être? Ou une belle série de clubs de golf? »« Non. Un revolver, » répond l'autre. Billy le guide vers le fond de la boutique et se glisse d'un air compétent derrière une vitrine plate. Posant les mains sur celle-ci, il interroge en souriant. « Vous voulez regarder nos pistolets, monsieur ?»« Oui. »« Vous avez été bien inspiré de vous adresser à moi, » dit Billy avec orgueil. « Si vous ne trouvez pas chez moi l'arme qui vous intéresse, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. »« C'est bien ce que j'ai pensé, » fait l'homme tout en examinant attentivement les revolvers de la vitrine. Billy l'observe. Pourquoi diantre ce client veut-il se procurer une arme? Par souci? Par besoin de se protéger? Ou simplement pour le sport? Oui, il veut peut-être s'entraîner au tir. Et s'il pensait attaquer une banque? Non, ça n'a pas l'air d'être son genre, songe Billy en souriant intérieurement. Mais on ne sait jamais. Il ne faut pas se fier aux apparences. En soupirant, Billy essuie du revers de la main son front couvert de sueur. Il fait chaud, hein, monsieur? Drôlement chaud. L'homme lève les yeux un instant, puis abaisse de nouveau son regard. Il n'est pas bien bavard. Dommage. Un client qui aime parler est plus facile à mettre à l'aise, plus confiant généralement. Billy connaît toutes les astuces du bon vendeur. « Ce genre de chaleur vous abat son homme, » reprend-il. « Les gros en souffrent plus que les autres. »« Vraiment ? » ?»« Ah oui, monsieur, sans aucun doute. Tenez, Mina, ma femme, elle est forte, elle aussi, de partout, » ajoute-t-il en dessinant un cercle de ses bras. Je lui dis toujours de se restreindre un peu, mais elle m'écoute pas. Hein. Autant parler à un mur. Il faut vous dire, monsieur, elle adore manger. L'homme frappe légèrement de l'index sur la vitrine, comme s'il n'avait pas suivi un seul mot de la géniale dissertation de Billy. « Faites-moi voir celui-ci, l'automatique. » Billy déverrouille et soulève le couvercle de la vitrine. « Il vient des surplus de l'armée, monsieur, » dit-il en prenant la pièce pour la tendre à son interlocuteur. « Je peux vous en proposer un prix très très intéressant. » Comment se fait-il que l'armée ne serve plus de ses revolvers? Questionne l'homme. Bah, comment savoir ce qui se passe dans la tête des grands responsables de l'armée? Répond Billy du tac au tac. L'homme pousse le cran de dégagement du chargeur. Ce dernier, vide,
saute et tombe dans sa paume ouverte. L'inconnu le remet en place avec un claquement sec. À l'évidence, le maniement des armes à feu lui est familier. Vous l'avez bien en main, n'est-ce pas, monsieur? Vous avez de quoi le charger? Naturellement, monsieur. J'ai des tonnes de munitions. Se courbant de nouveau vers la vitrine, Billy en sort une boîte de balles de calibre 45 qu'il dépose sur le bout du comptoir. L'homme ouvre la boîte et glisse aussitôt 5 balles dans le chargeur vide. Puis, après l'avoir remise en place, il lève le bras pour pointer le canon de l'arme vers le plafond. D'un geste lent, il le fait ensuite redescendre jusqu'à ce qu'il se trouve à la hauteur de la tête de Billy. Notre brave commerçant a les yeux qui lui sortent des orbites, tandis que l'inconnu le considère d'un air amusé, comme s'il s'agissait d'une bonne blague. Billy, qui pour l'instant a perdu tout sens de l'humour, tente de repousser l'arme sur le côté. « Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur ?»« Que voulez-vous dire ?» ironise l'autre. « Mais vous êtes fou !» proteste Billy. « Faut jamais pointer un revolver chargé sur la tête de quelqu'un. »« Vous m'avez vu l'armer ?» rétorque l'inconnu. Non, balbutie Billy à présent inquiet. Bien. Si je ne l'ai pas armé, il ne peut en aucun cas y avoir de balles dans le canon. Il s'adresse à Billy comme s'il essayait de raisonner un enfant. Billy se sent soudain un peu stupide. Oh, mais pardonnez-moi, monsieur, c'est cette chaleur qui m'énerve. C'est vrai, quand on voit quelqu'un braquer un revolver sur soi, on peut pas s'empêcher d'imaginer tout de suite un tas de choses, voyez. Billy n'a qu'une hâte à présent, se débarrasser de cet homme. Il ne saurait trop dire pourquoi, mais quelque chose chez lui le met mal à l'aise. Il ne veut malgré tout pas manquer cette vente, qui représente un bon profit. Alors, vous le prenez ? Demande-t-il. Je m'interroge. Je ne sais pas encore, répond l'homme. Je vais vous faire une proposition, insiste Billy qui cherche à se montrer convaincant. Voilà, si vous achetez le revolver, je vous laisse la boîte de balles à moitié prix. Vous êtes un homme très généreux, répond l'inconnu qui, levant de nouveau le canon du revolver pour le braquer cette fois sur l'estomac de Billy, l'arme avec son pouce. Billy ne peut s'empêcher de sursauter quand la détente claque avec un bruit métallique. « Ah, mais ça suffit maintenant !» s'exclame-t-il en tentant de s'emparer de l'arme. Mais l'homme écarte la main, un sourire moqueur étire ses lèvres. « Vous êtes bien nerveux, monsieur Wood. Nerveux et émotif. » « Mais qui ne le serait avec un revolver braqué sur lui ?» rétorque Billy. « Il ne s'agit pas d'un jouet, monsieur. C'est une arme dangereuse. Si vous êtes venu ici dans l'intention de vous amuser, vous vous êtes trompé de porte. Alors, rendez-moi ce revolver. » « J'ai décidé de l'acheter. »« Ah bon? Dans ce cas, c'est différent. » « Mais j'ai d'abord une question à vous poser, monsieur Wood. Une question importante. »« Oui? Laquelle, monsieur? » »« Supposons qu'après l'avoir acheté, je retourne chez moi et m'en serve pour tuer ma femme. »« Tuer votre femme? » »« Oui, ce sont des choses qui arrivent, pas vrai? Il arrive que des hommes tuent leur femme pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas? » »« Vous vous sentez bien, monsieur? » demande Billy. L'homme lui sourit de nouveau. Posons le problème différemment, si vous préférez. Supposons que j'emploie ce revolver pour tuer quelqu'un que je n'aime pas, par exemple. Désapprouveriez-vous cela? Me vendriez-vous cette arme en le sachant? Non, écoutez, je vous en prie, monsieur, rendez-moi ce revolver et allez-vous-en. Vous n'avez plus envie de me le vendre? Mais que j'ai envie ou pas, mon métier est de vous la vendre. Je suis dans le commerce. Alors répondez à ma question. Bon, fait Billy exaspéré. En réalité, monsieur, je me moque de ce que vous ferez avec. Ça ne me regarde pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Absolument. Maintenant, est-ce que vous achetez ce revolver? Oui. Je le prends. Billy sort son registre de vente et son stylo à billes. Penché sur le comptoir, il commence à inscrire les références de l'article, puis son prix. Il n'a pas posé le dernier zéro que le revolver, manié de main de maître, vient brusquement le frapper à la base du crâne.
semble assez mal parti. Parviendra-t-il à échapper à son agresseur? La réponse d'ici quelques instants. Quand Billy reprend ses esprits, il découvre qu'il est ligoté sur la chaise à dossier droit de l'atelier attenant à la boutique, les bras tirés derrière lui, les poignets liés, serrés ensemble, les chevilles attachées au pied de la chaise, une corde enroulée autour de la poitrine. L'homme se tient un peu à l'écart, appuyé contre l'établi, fumant calmement une cigarette. Dès qu'il voit Billy éveillé, il laisse tomber son mégot sur le sol et l'écrase du bout de sa chaussure. « Ça va mieux, à ce que je vois. » Mais Billy ne le regarde pas. Son attention est concentrée sur la table sur laquelle il lui arrive de déjeuner parfois. Elle a été déplacée et amenée devant lui à 1 mètre environ. Une boîte en bois y est fixée par 2 agrafes d'acier. Mais ce n'est pas cette boîte qui attire le regard de Billy. Elle ne sert que de support pour maintenir le revolver de calibre 45 dont le canon pointe vers son estomac. Une épingle d'acier sort d'une fente dans le couvercle de la boîte. Son extrémité est courbée en angle droit et insérée à travers la garde de la détente, conservant une pression contre celle-ci. « Que dites-vous de cela ?» demande l'homme. « Plutôt ingénieux, non ? Ça marche magnifiquement aussi, j'ai déjà essayé. À l'intérieur se trouve un réveil matin, une pile et un solénoïde. Quand le réveil sonne, il amorce le solénoïde qui appuie l'épingle contre la détente. Il y a 4 balles dans le chargeur et 1 dans le canon. Naturellement, le revolver tirera les 5 balles rapidement. « Mais pourquoi ?» demande Billy à la fois stupéfait et terrorisé. « Pourquoi voulez-vous me tuer ?» « Lisez-vous les journaux, Monsieur Wood ?» Billy hoche la tête et l'homme de poursuivre d'une voix pleine d'amertume. « Dans ce cas, Monsieur Wood, vous savez qu'une jeune fille a été tuée il y a quelques semaines. Violentée d'abord, puis assassinée par 2 jeunes voyous. C'était ma fille. » « Mais en quoi ça me concerne-t-il, monsieur ?» L'arme dont ils se sont servis a été achetée dans votre boutique. Billy déglutit avec difficulté. « Mais vous pouvez pas me tenir pour responsable de ce qu'ont fait ces voyous, monsieur. Comment pouvais-je deviner qu'ils allaient tuer... » Quelle différence, si vous l'aviez su. Une énorme différence. Vous pensez tout de même pas... Vous ne disiez pas cela tout à l'heure. Pardon ? J'ai suggéré tout à l'heure que je pouvais fort bien me servir de cette arme pour commettre un meurtre. Billy se force à sourire et déclare « Je savais bien que vous ne le pensiez pas, monsieur. » Comment pouviez-vous le savoir? Vous n'êtes pas un homme à commettre un crime. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Oh, monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. J'éprouve de la sympathie pour vous. Non, croyez-moi, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable de ce qui est arrivé. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est à ces politiciens qui permettent aux voyous d'acheter des revolvers. Et à ces juges au cœur tendre qui sont toujours si peinés pour les criminels. Ce sont eux qui sont à blâmer. Moi, je ne suis qu'un homme qui essaie de gagner sa vie, monsieur. Oui. Un homme qui ne connaît que le profit. Écoutez, monsieur, écoutez. Me tuer ne changera rien, ne résoudra rien. Vous ne risquez que de vous attirer des ennuis, peut-être même de passer le reste de votre vie en prison. Non, soyez raisonnable. Détachez-moi, monsieur, détachez-moi et j'oublierai tout. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui ici. Sans même lui répondre, l'homme se penche sur sa mallette grande ouverte sur le sol dont il sort un rouleau d'adhésif. Il en déchire un morceau. Billy essaie toujours de l'attendrir quand l'homme le lui plaque sur la bouche avant de lui envelopper tout le bas du visage avec le reste du rouleau. Après s'être assuré que Billy ne peut plus proférer un son, l'homme recule et le regarde. Satisfait de son œuvre, il referme sa mallette, s'en saisit et marche vers la porte. Arrivé là,
Il se retourne vers Billy pour lui expliquer. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Monsieur Wood. J'ai pris la liberté de suspendre l'écriteau fermé à la porte de votre magasin. Je préfère être sûr que personne ne viendra vous déranger. » La porte à peine refermée sur l'inconnu, Billy tente désespérément de se libérer. Tout d'abord, il veut déplacer la chaise de la ligne de tir, mais en penchant la tête, il aperçoit 2 pitons enfoncés dans le parquet de part et d'autre. Une corde passée dans ces pitons et dans les barreaux rive la chaise au sol. Il peut tout au plus la balancer légèrement, mais la déplacer de façon appréciable est totalement impossible. Billy essaie alors de libérer ses poignets, mais la corde qui les lie est solide, et les nœuds aussi. Ses efforts le font halter. La bouche scellée par l'adhésif, il a du mal à respirer. Son visage tourne au pourpre. Durant quelques terribles minutes, il a l'horrible sensation de suffoquer. Au bout d'un moment, cependant, sa respiration redevient normale. Presque. Il sent maintenant une douleur lancinante à l'endroit de son crâne où le revolver s'est abattu. Mais il l'oublie bientôt. À rester assis là, tel un animal pris au piège, il sent son regard irrésistiblement attiré par le revolver. Dans la pièce silencieuse, étouffante, qui ressemble à présent à une tombe, il entend le tic-tac du réveil à l'intérieur de la boîte, qui compte les secondes avec une précision sinistre. À quelle heure doit-il sonner? À quel moment exact le petit trou noir crachera-t-il la mort? Des gouttes de sueur coulent sur le visage de Billy, ainsi que le long de sa colonne vertébrale, trempant sa chemise. Une mouche entêtée s'installe sur le bout de son nez, remuant les pattes, agitant ses ailes, avant de décrire un large cercle et de revenir se poser, cette fois sur sa joue. Billy fait une grimace. La mouche s'envole vers le plafond. Billy surveille ces circonvolutions avec appréhension. Comment se fait-il qu'en présence d'une catastrophe imminente, on puisse être agacé par un détail aussi anodin? Dans un sursaut d'énergie, Billy s'en prend à nouveau à ses cordes. Plus serrée que jamais, elle lui laboure la peau. De grosses larmes roulent sur ses joues, se mêlant à la sueur. Tout son corps tremble convulsivement. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir, pas comme ça, surtout, ligoté comme un animal sans défense, à se demander quand la mort va le frapper. Le tic-tac omniprésent du réveil emplit toute la pièce et lui martèle le crâne. L'atelier possède bien une fenêtre. Malheureusement, cette dernière est fermée et ses vitres couvertes d'une poussière accumulée depuis des années. Elle donne sur un étroit passage que peu de gens empruntent. Mais même si quelqu'un venait à passer, quelle différence la ferait-il? Il ne peut pas crier, tout au plus pousser quelques gémissements à peine audibles. De l'extérieur, personne ne l'entendrait. De nouveau, Billy fixe le revolver. À la nuit tombée, le téléphone se met à sonner. Comme il ne peut pas décrocher, la sonnerie continue 1 minute ou 2. Qui cela peut-il être? Mina, sa femme, bien sûr. Oui, Mina, qui d'autre à cette heure-là? Elle téléphone toujours quand il n'est pas rentré à la maison à une certaine heure. Mina s'inquiète facilement. Elle appellera encore. L'espoir de Billy monte en flèche pour s'effondrer aussitôt. Mais non, mon Dieu, on est mercredi. Mercredi, jour où Mina rend visite à sa mère. Elle n'en reviendra que très tard. Trop tard. Le regard de Billy va du plafond au plancher et revient se poser inéluctablement sur le revolver. Les minutes s'écoulent. Le bruit du réveil heurte son cerveau comme un marteau, une enclume. Mina, ayant téléphoné au magasin en rentrant, puis à la police,
Billy est enfin délivré, tard cette nuit-là, par 2 policiers qui défoncent la porte. Découvrant le dispositif posé sur la table, il commence par tourner le canon du revolver en direction du mur avant de délivrer Billy. Mais ce dernier, ses cordes une fois coupées, reste plongé dans un état de semi-conscience. Il demeure immobile, les yeux grands ouverts, fixés droit devant lui. Un des policiers le secoue. « Allons, allons, Wood, remettez-vous, vous êtes sain et sauf, libre !» L'autre homme en uniforme se frappe la tempe du doigt. « Tu crois pas, Charlie, que je ferais mieux d'appeler une ambulance? »« Ouais, c'est mon avis. » Le policier marche déjà vers la porte quand son collègue, qui vient de soulever le couvercle de la boîte, l'appelle. « Hé, écoute un peu, y a rien là-dedans, rien qu'un vieux réveil matin, pas autre chose. »« Curieux? D'après toi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, hein? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? » Toujours muet, Billy les observe en dodelinant de la tête, le regard hébété. Ce type a sans doute été la victime d'un mauvais plaisant, mais il n'est pas prêt de s'en remettre, remarque finement le premier policier. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Le marchand de revolver de F.J. Smith.